Donald Trump s'est entretenu aujourd'hui avec Vladimir Poutine dans une conversation qu'il a lui-même qualifiée de longue et très productive. Ils ont discuté de beaucoup de choses et Volodymyr Zelensky n'a été informé de cette conversation qu'après coup. Voilà donc que ce pas de la reprise des contacts officiels entre Washington et Moscou a été franchi et la manière dont Donald Trump présente cette conversation nous en dit beaucoup sur la manière dont il entend régler cette guerre. Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette vidéo où je décrypte à chaud cette conversation entre les deux chefs d'État en la remettant dans le contexte des dernières déclarations et actions américaines. L'idée que je retiens ce soir, c'est que les Ukrainiens peuvent commencer à se faire du souci. Donc aujourd'hui s'est tenu le premier coup de fil officiel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Visiblement, il y en a eu d'autres au fil des derniers mois, des dernières années, entre Vladimir Poutine et Donald Trump comme entre Vladimir Poutine et Elon Musk. Mais ces contacts informels, ils font surtout l'objet de spéculations. L'équipe Trump est assez fuyante sur le sujet. La conversation d'aujourd'hui, elle a duré 1h30. Donc on se rappelle que le premier dirigeant occidental à avoir parlé à Vladimir Poutine de manière officielle, c'était Olaf Scholz, donc à l'automne dernier. Mais ça, quand lui l'a fait, c'était clairement par naïveté et aussi pour des considérations de politique intérieure, puisqu'il se dirigeait vers des élections anticipées. C'était renoué avec des pratiques de l'avant 2022 en parlant à Vladimir Poutine sans véritablement établir un rapport de force au préalable, ce qui évidemment ne pouvait déboucher sur aucune concession de la part du Kremlin. Venant de Donald Trump, c'est différent puisque lui l'avait annoncé. Lui, ça ne le dérange absolument pas de parler à des hommes forts, à des dirigeants autoritaires, à des dictateurs, à des personnes soupçonnées de crimes de guerre et sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale que Washington ne reconnaît pas. Et donc il était clair que cette reprise officielle de contact allait se formaliser et qu'elle rentrait dans la vision de Donald Trump pour un accord de cessez-le-feu, voire un accord de paix. Donc directement après sa conversation, Donald Trump en a fait un long post sur son réseau Truth Social et il n'a pas tari d'éloges sur son interlocuteur. Et de fait, il a remis Vladimir Poutine au rang de dirigeant d'une grande puissance mondiale qui peut parler non seulement d'Ukraine, mais aussi de Moyen-Orient, d'énergie, d'intelligence artificielle, on se demande bien pourquoi, ou encore de la place du dollar. Ce qui remet Vladimir Poutine sur le podium des grands de ce monde avec lesquels on peut parler pour régler les grandes questions. Les deux dirigeants, selon Donald Trump, ils ont évoqué la grande histoire de leurs deux nations respectives. Et là, on ne peut qu'imaginer, parce qu'on l'a vu auparavant, Vladimir Poutine qui se lance dans une de ces longues logorées historiques où il réécrit l'histoire en insistant très lourdement sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Grande Guerre patriotique soviétique, parce que c'est la grande page d'héroïsme de la Russie au XXe siècle. Et là encore, on imagine très bien Vladimir Poutine mettre l'accent sur la coopération entre les Américains et les Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en minimisant les désaccords qu'ils ont pu avoir avant et bien sûr après, pendant la guerre froide. Et donc partant de là, Donald Trump a écrit que les deux pays auront énormément de bonheur à travailler de nouveau ensemble. Donc déjà, on sent que les deux hommes se sont charmés, se sont apprivoisés, sachant que c'est toujours Vladimir Poutine qui a eu un ascendant sur Donald Trump. On sait que lui, il admire beaucoup le maître du Kremlin et que quand Donald Trump se retrouve en présence de Vladimir Poutine, il est très impressionné, on dirait presque qu'il est timide. Ensuite, il faut voir que Donald Trump a redonné de la légitimité à Vladimir Poutine et aussi que les termes élogieux qu'il a utilisés dans son post sur Truth Social, eh bien, ils ne sont pas du tout employés de la même manière pour les alliés des États-Unis, même pas pour la Grande-Bretagne. Donc ça donne une idée de l'état d'esprit de Donald Trump dans la reprise de ses contacts officiels. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est très intéressant à constater compte tenu du contexte. Mais donc, avant d'avoir le bonheur de travailler ensemble de nouveau, les États-Unis et la Russie doivent régler cette guerre que Donald Trump n'appelle pas la guerre russe en Ukraine ou l'invasion russe de l'Ukraine, mais juste la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ce faisant, il établit une équivalence entre les belligérants. Et ça, il l'avait déjà fait quand il a dit que Volodymyr Zelensky n'était pas un ange et que avoir voulu continuer à combattre après l'invasion de 2022, eh bien en gros, c'était une faute. Donc pour régler ce problème épineux de la guerre, les Américains et les Russes vont travailler ensemble, des visites officielles sont prévues dans un pays comme dans l'autre, et les équipes de la Maison-Blanche et du Kremlin vont commencer à travailler immédiatement sur les négociations, donc ça c'est Donald Trump qui l'affirme, sans mentionner ou inclure dans le processus
processus les Ukrainiens et encore moins les Européens. Ce que Donald Trump écrit dans son post sur Truth Social, c'est qu'il va informer Volodymyr Zelensky de cette conversation, et donc il ne va pas lui demander son avis ou réfléchir avec lui, mais il va juste l'informer de la tenue de cette conversation. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Donald Trump a appelé dans la foulée Volodymyr Zelensky, et le président ukrainien a fait un compte-rendu public de son côté en s'en tenant à des déclarations de principe sur la coopération entre les Ukrainiens et les Américains. S'il y a quelque chose de plus structurel qui s'est dit entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, donc quelque chose que Donald Trump et Vladimir Poutine n'avaient pas déjà décidé, eh bien ça, on ne le sait pas. Puisque apparemment Donald Trump était surtout intéressé de discuter les modalités des rencontres de haut niveau qui vont se dérouler cette semaine entre la venue de délégations américaines à Kiev et la venue d'une délégation ukrainienne à Munich pour la conférence de sécurité. Il y a encore un point dans ce post sur Truth Social sur lequel je m'arrête très rapidement. Donald Trump a demandé de mener les négociations à Marco Rubio, son secrétaire d'État, à John Ratcliffe, son chef de la CIA, à Michael Waltz, son conseiller à la sécurité, et à Steve Witkoff, ambassadeur et envoyé spécial, qui vient tout juste d'obtenir la libération d'un citoyen américain qui était emprisonné en Russie, sachant que Steve Witkoff, à la base, c'est l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient. Mais là, non seulement il est inclus dans la direction des négociations pour mettre un terme à cette guerre russe en Ukraine, mais en plus de ça, Donald Trump ne mentionne pas Keith Kellogg, qui est censé, lui, être l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour l'Ukraine et la Russie. Donc, est-ce que ça veut dire que 3 semaines seulement après la prise de fonction de Donald Trump, on assiste déjà à un éclaircissement dans les luttes d'influence parmi plusieurs groupes qui gravitent autour de Donald Trump? Et je rappelle que Keith Kellogg, c'est l'un des partisans de ce concept réganien de la paix par la force, donc par l'établissement d'un rapport de force. Et ça serait relativement cohérent avec la présentation de cette conversation téléphonique par Donald Trump, mais aussi avec les derniers signaux que l'on a reçus de la Maison-Blanche, puisqu'on n'est pas du tout dans l'établissement d'un rapport de force. Comme je l'ai dit, la présentation de cette conversation avec Vladimir Poutine par Donald Trump ne mentionne pas du tout l'agression russe, la responsabilité russe dans cette guerre, ou même une quelconque accentuation de la pression américaine sur la Russie pour obtenir des concessions de la part du Kremlin. Il y a quelques jours, Donald Trump disait à Fox News que l'Ukraine pouvait devenir russe, que peut-être elle ferait un deal, peut-être pas, mais qu'en tout cas, lui, sa priorité, c'était de revoir son argent, donc son argent entre guillemets, puisqu'il exagère beaucoup le montant qu'il estime que les États-Unis ont investi dans leur aide à l'Ukraine, et en plus de ça, il oublie qu'environ 80% de cet argent, eh bien, elle est restée aux États-Unis, puisqu'il a d'abord et avant tout été destiné aux producteurs d'armement américains. Il y a quelques semaines, on avait aussi Donald Trump qui disait que Volodymyr Zelensky n'était pas un ange, ça je l'ai déjà mentionné. Là très récemment on a Michael Waltz, donc le conseiller à la sécurité, qui a indiqué que ce serait aux Européens de prendre en charge les garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais que de toutes les manières, lui aussi comme Donald Trump, eh bien il veut être remboursé de l'argent investi sous la forme de terres rares. Et là aujourd'hui on a le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, qui est à Bruxelles et qui appelle l'Ukraine à ne pas imaginer qu'elle puisse retrouver ses frontières de 1991 puisque c'est un objectif irréaliste, que les États-Unis ne souhaitent pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN et que les États-Unis n'enverront pas de troupes américaines pour assurer un respect du cessez-le-feu. Donc tout ça, encore une fois, ça peut être des effets d'annonce, il faudra voir ce que ça va donner dans le cadre de négociations, mais ce qui paraît quand même logique, c'est que dans des pourparlers d'aussi haut niveau, on annonce rarement ses positions publiquement en faisant autant de concessions à son adversaire avant même de commencer le processus de négociation. Normalement, en amont d'une négociation, on montre plutôt les muscles pour arriver à dégager des compromis dans le cadre des pourparlers. Là, on a plutôt l'impression que ce concept de la paix par la force, il est passé à la trappe. Et que non seulement les Américains sont prêts à faire plus de concessions, de cadeaux aux Russes qu'aux Ukrainiens, mais qu'en plus ils veulent traiter directement avec Moscou en tenant Kiev dans une position secondaire. Cela reviendrait à discuter du futur de l'Ukraine sans les Ukrainiens, ce que les partenaires occidentaux avaient refusé à partir de 2022. Et voilà ce qu'on peut tirer de ce coup de fil. Je réagis à chaud parce que après des mois de déclarations contradictoires et d'hésitation, là visiblement on entre dans le dur. Et au fil des rencontres de haut niveau qui se déroulent cette semaine et qui sont prévues pour la semaine prochaine, on devrait définir de plus en plus clairement les contours d'un plan pour régler cette guerre russe en Ukraine, que donc la Maison-Blanche considère comme une simple guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est pour ça que je reviens à mon idée initiale, c'est que les Ukrainiens peuvent commencer à se faire du souci et
et avec eux évidemment les Européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.